On est samedi matin et c'est un plaisir de vous retrouver comme chaque semaine. Excellent week-end, bienvenue à vous tous, bienvenue sur Canal, bienvenue dans la matinale et bienvenue dans Bonjour d'Algérie. Ce matin, sur notre plateau, Zohr Boutaleb, elle est secrétaire générale de la fondation de l'émir Abdelkader. C'est la fille, rappelez-vous, ah oui, de Boutaleb qu'on a l'habitude de recevoir, du président de la fondation de l'émir. D'ailleurs, elle nous donnera des nouvelles de son père, mais elle reviendra surtout sur cette date. Nous commémorons aujourd'hui le 135e anniversaire de la disparition de l'émir. On en parle, on marque l'événement ce matin avec Zohr Boutaleb qui sera avec nous sur ce plateau. À suivre aussi sur ce même plateau, Djelil Melaska, nutritionniste et coach sportif. Avec lui, on va parler de nutrition, de sport pendant le mois sacré de Ramadan. On reviendra sur est-il possible ou non de perdre du poids, même pendant Ramadan, quand on a un seul repas principal. Après, il y en a beaucoup qui continuent et qui font leur marathon de nourriture jusqu'au matin, mais ça, on y reviendra en tout cas avec lui. Les conseils par rapport à ce mois sacré, c'est avec Djalil Melaska. Maya Amrani, elle aussi, de la partie en ce samedi. Elle fait partie de l'équipe du week-end. Elle et Hakim Keshroud, alors Keshroud avec les sports. L'actualité après foot, il n'y a plus de foot, c'est fini pour la saison. Que se passe-t-il? Quelle grosse actu actuellement? On parlera peut-être de Champions League, ça se passe aujourd'hui, Liverpool, Real Madrid. Et on reviendra également sur peut-être la préparation des équipes nationales, internationales, des équipes nationales plutôt de football qui préparent leur Coupe du Monde. Et puis on finira, si ça vous dit, on parlera de plusieurs thématiques liées à la santé. Bienvenue chez vous, bienvenue dans la matinale, bienvenue sur Canal. Sans plus tarder, c'est la météo, c'est présenté par Félix. On se retrouve juste après pour la suite du programme. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Mobilis, partout avec vous. Bonjour à toutes et à tous, excellent réveil. Bien aujourd'hui, le temps sera très agréable, il fera chaud sur la partie sud, à l'intérieur est. Côté ciel, Météo Algérie prévoit un temps orageux à l'intérieur. Après dissipation de brume, des nuages bas, le temps restera voilé près des côtes centre et est. Sur la partie sud, nous aurons un temps généralement variable, possibilité par endroit de quelques faibles pluies parfois accompagnées d'orages. À signaler aussi des vents de sud-ouest atteignant parfois les 50 km/h, ce qui va engendrer de fréquents soulèvements de sable au sud-ouest. Les températures prévues pour cet après-midi, donc il fera chaud à l'intérieur est avec 38 degrés à Guelma, 36 à Sétif, 29 à Betna, 32 à Nabaskikda, 30 Tizi Ouzou, Djulfa, Tiaret, El Beyad, Chlef aussi, 25 pour Tlemcen, Alger affichera 26 degrés, même température pour Oran, 34 à Béchar, 43 à Hassin Saoud, 32 à Tindouf, entre 40 et 42 au Sahara central, 39 aussi pour Taman Rasset Janet, la Ula de Gardaya et enfin 46 pour l'extrême sud. Aujourd'hui, le soleil se couchera à 19h56 et les noix du ciel continuent sur le site les 3 w.meteo.dz. Merci pour votre attention. Excellente matinée encore une fois et à tout à l'heure pour d'autres nouvelles du temps. Vous avez suivi l'air du temps avec Mobilis. Mobilis, partout avec vous. Allez, excellente matinée à vous tous. Ce matin sur Canal, on se retrouve dans quelques instants avec Zohr Boutaleb, secrétaire général de la fondation de l'émir Abdelkader. 135e anniversaire de la disparition de l'émir. On en parle ce matin avec la fille. Ben oui, la fille du grand Boutaleb, qui est le président de la fondation et qui nous a toujours honoré de sa présence sur ce plateau. Mais juste avant, on va écouter un peu d'Abdou Driassa et puis on se retrouve juste après. Excellent réveil, bienvenue chez vous. Ah ouais, dans l'histoire des chansons qu'on passe, je crois que c'est la plus courte. Ouais, c'est... Ah, c'est... Bon, en même temps, Oui. il y a un point commun entre vous et Abdou Driassa. Ah oui, c'est quoi? Ah,
Je vous laisse deviner. L'Ouest? L'Ouest. Non, Même- j'aurais même pas pas. été sur une question Ah bon, de régional. géographique, D'accord, alors? ni régionale. Oui? Liste. Dites. Elle. Non. C'est le digne héritier de son père, qui est Ah, Salman voilà, Abdel c'est Yassar. gentil. Oui, oui, Et oui, aujourd'hui, la vous famille, ça. représentez qui? Oui, oui, oui. Vous représentez Sœur Boutaleb. On aurait pu l'appeler comme ça si on Oui. était dans un autre pays. Hein. Ah, ben oui, oui. Bienvenue, Sœur Boutaleb. Vous êtes secrétaire général de la Fondation de l'émir Abdelkader. Oui, merci. Vous êtes aujourd'hui là pour nous parler de la Fondation, pour nous donner des nouvelles de votre père aussi, Absolument. qui a été, qui fut et qui reste l'un des plus fidèles invités de cette émission. Entièrement d'accord. Et aussi pour commémorer cet anniversaire, 135e anniversaire de la disparition de l'émir. Tout à fait. On commence d'abord par la Fondation. Comment va la Fondation de l'émir Abdelkader? Bah, écoutez, la Fondation, elle résiste depuis quand même quelques années. On fait un travail phénoménal donc, sur le territoire national qu'international. On fait de notre mieux, c'est pas évident, on n'est pas très très souvent écouté, mais ceci dit, nous résistons et nous travaillons quand même. Ouais. Voilà. Et quand vous dites nous travaillons, quels sont les chantiers sur lesquels vous travaillez? Bah, écoutez, ces derniers temps, nous avons été un petit peu partout, que ce soit à Tiaret, le jour du 16 mai, pour commémorer justement cette date à Tiaret, en parlant de la prise de la Smala. Ouais. C'était quand même très très important d'être avec les étudiants. Donc, on avait l'Union des étudiants algériens avec les droits de l'homme. Nous étions sur Tiaret, mais avec... j'ai été très chagrinée de voir notre patrimoine à l'abandon. Voilà. Donc, Alors, notre patrimoine à l'abandon, vous bah parlez oui, de la ville, la capitale, Tegdemt, où nous étions tous le 16 mai. D'accord. Et là, on s'est rendu compte que vraiment, c'était réellement à l'abandon. Et là, j'attire l'attention donc à nos responsables pour faire attention au patrimoine, pour vraiment préserver notre patrimoine, parce qu'il n'y a pas que la capitale de l'émir Abdelkader, il y a les Rostomites qui étaient là-bas aussi. Ouais. Donc, c'est quand même assez chargé d'histoire. C'est cela. Mhm. Alors, 135e anniversaire de la disparition, sait-on tout de l'émir Abdelkader aujourd'hui? Ah bah je ne sais pas. Ouais. On fait ce qu'on peut. Oui. On fait ce qu'on peut, mais évidemment, il y a toujours des lacunes. On le voit parce que nous sommes toujours au Salon du Livre, nous recevons un petit peu tout le monde. Et là, c'est pas évident quand on voit notre jeunesse, quand on voit nos enfants venir et qui ne connaissent pas réellement qui est l'émir Abdelkader. Alors ça, c'est une autre facette de la question. Oui. Mais moi, je dis, sur la première partie de la question, c'est l'émir a-t-il dévoilé tous ses secrets? Oui ou non? Je crois pas, non, Non. je crois pas. On est jusqu'à l'heure actuelle, on découvre l'émir. Ouais. C'est ça qui est extraordinaire. On ne le connaît jamais assez. Donc il y a un travail toujours à faire. Et moi, je suis toujours surprise de trouver une telle citation ou un fait que je ne connaissais pas Ouais. jusqu'à l'heure actuelle. Hein. C'est vraiment, les découvertes vont de... Et la jeune génération, alors? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ah bah, C'est pas j'y évident, reviens, voilà. c'est pour ça. Non, pas vraiment. Là, on fait quand même un certain sondage chaque année en étant au Salon du Livre. Vous savez, non, pas vraiment. Bon, les personnes d'un certain âge quand même connaissent. Oui. Je pense à partir de 30 jusqu'à un âge avancé connaissent l'émir. Et c'est vrai que l'éducation nationale ne fait pas assez son travail par rapport à ça, hein, de tout temps. Voilà, donc reprendre les manuels scolaires et avec l'émir Abdelkader, il est quand même très très important. Non mais aujourd'hui vous êtes une force de proposition en tant que société civile et fondation. Absolument. Est-ce que vous y allez vous avec des propositions non pas de texte parce qu'on ne parle pas de texte là dans ce cas bien précis, mais plutôt des propositions de méthodes d'enseignement, peut-être de suggestions par rapport à comment on peut placer l'émir dans les cours d'histoire? Bien sûr, nous avons, la Fondation, il y a quand même quelques années, avait travaillé avec l'Éducation nationale, où on Ouais. venait tous les derniers mardis du mois, on parlait de la culture, on faisait donc des conférences. Il y avait plus de 5 à 6 lycées qui étaient chaque fois avec nous. Il y a eu le prix de l'émir Abdelkader, où les jeunes ont bénéficié donc d'un voyage à Genève pour aller sur la Croix-Rouge internationale aux Nations Unies. Ouais. Et effectivement, nous avons découvert que nos jeunes sont très intéressés. Ils nous ont épatés dans le temps. Hein. Je parle de ça il y a quand même 3 ans.
3 Voilà. ans, c'était hier. C'était hier. Ouais. 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 Donc voilà, il faudrait qu'on reprenne tout ça. C'est-à-dire, en fin de compte, ce que vous dites, c'est quand on offre la possibilité à des jeunes Oui. peut-être pas de s'instruire dans ce sens-là, s'intéresser. mais plutôt de s'intéresser et de travailler sur la personnalité de l'émir ou partager un peu ce qu'ils savent et ce qu'ils pourraient faire sur la personnalité de l'émir, vous voulez dire qu'il y a un engouement quand même. Absolument. Bon, parce qu'il y a de l'espoir. Oui, oui, non, non, On va rester sur cette les notion-là. soirées, il faut juste être derrière pour un peu encore plus motiver. Ouais. Voilà. Comment va-t-on commémorer ce 135e anniversaire Alors voilà, du côté de la Fondation, hein? oui, du côté de la Fondation, nous y serons tous. Donc, je donne un rendez-vous à tout le monde. Nous y serons demain à partir de 10 heures au cimetière Al Alia, où on va commémorer, bien sûr, avec des hommes de religion. Donc, ils seront là. Nous avons des Aouya qui seront avec nous. La Qadiriya, la Rahmaniya, la Tijaniya, la Balqaïdiya, la Hibriya. Donc, tous ensemble, avec, vous savez, l'émir Abdelkader était musulman, mais était encore un grand soufi. Donc, je tenais à ce que les Aouya soient, que je sois accompagnée un peu par les grandes Aouya. Voilà. L'émir, un personnage qui fédère aujourd'hui, Oui. qui Oui. fédère beaucoup. Ah oui, absolument. Oui. Absolument. Mais bien sûr, on se retrouve tous un petit peu en l'émir. D'abord, C'est le ça. nationalisme, Oui. le fondateur de l'État algérien. C'est lui qui a quand même rallié. On était des rouges, hein, il en a fait un État. Et je crois que ça, il ne faut pas l'oublier, parce qu'on a C'est ça. tendance à oublier l'essentiel et le début de l'émir Abdelkader, le fondateur de l'État, le génie militaire. C'est Donc ça. tout ça, il faut le rappeler. Donc on ne reste pas dans le soufi où on l'enferme, ou dans l'humaniste où on l'enferme, mais il y a beaucoup plus que ça, que l'émir. Donc ça va de soi. Ouais. Alors, vous œuvrez pour la promotion de son histoire, de ses valeurs aussi, Tout à de fait. les ancrer dans la société, mais vous luttez contre quoi, vous? Contre l'oubli. Contre l'oubli. Contre l'oubli, tout simplement. Et En œuvre pour et en lutte contre. Bah, Donc, absolument, absolument. Parce que, également, oublier l'histoire, c'est oublier ses racines, c'est complètement se perdre. Et donc, je suis un peu l'héritière de mon père dans ce sens-là, Oui. où on se bat pour qu'on n'oublie pas certaines dates, on n'oublie pas notre histoire, on n'oublie pas donc nos chouhada. Bon, à travers l'émir, il y a eu quand même une préparation jusqu'à 54, la préparation de 54 et le souffle de l'émir, ça a été les héritiers durant toute cette colonisation qui se sont battus pour l'indépendance d'Algérie. Donc c'est quand même important de sauvegarder notre histoire, d'être présent et de perpétuer ça donc à nos futures générations. Ouais. Qu'en est-il du film sur l'émir? Il y a eu... On y revient finalement. Ah oui, mais je suis obligé d'y revenir. Je vais vous dire pourquoi on y revient. Parce qu'il y a quelques années, sur ce même plateau, Ouais. votre père était... j'avais la chance d'avoir votre père autour de la table des débats, et de l'échange plutôt, parce qu'on était plutôt dans un échange que dans un débat. Absolument. Et la question du film était quelque peu tabou, car on savait qu'il y avait une opération qui avait été lancée par le ministère de la Culture, qui était celle de lancer la production d'un film sur l'émir, avec un réalisateur américain, je pense que vous vous en rappelez, Oui, et lui s'y était opposé complètement. complètement. Et moi, je m'étais fait taper sur les doigts parce que j'étais revenu sur la question. Ben oui. Oui, j'imagine. parce que mais c'était quand même sympathique. C'était sympathique. C'était oui. sympathique et c'était fair play. On n'était pas dans les règlements de compte, on était Non. dans le partage de vision. Il avait prédit que le film n'aboutirait pas. Et je vais vous dire, il y a quelques semaines, j'étais avec des personnes qui sont du domaine du cinéma et qui ont travaillé sur ce balbutiement d'un film sur l'émir, mais qui n'a pas vu le jour. J'avais posé la question, et c'est là où ça m'est revenu, et je me suis rappelé votre père, parce qu'on avait parlé de ce film-là, et j'ai dit qu'est-ce qui s'est passé. On m'avait raconté leur version, et je m'étais dit que Mohamed Boutaleb n'avait pas tort à l'époque. Du tout, Ouais. du tout. C'est-à-dire qu'il était arrivé de Genève à l'époque et il se retrouve dans une conférence de presse où il y avait donc un certain Philippe Diaz qui parlait, qui ne connaissait pas l'émir. C'est ça. Par la suite, j'ai rencontré notre cinéaste, monsieur Khdar Hamina, et qui m'a dit la chose suivante. J'étais aussi scandalisée. Il m'a dit, mais c'est moi qui l'ai ramené pour faire un film sur Karl Marx.
Mais il m'a Il dit... a été détourné sur l'émir? Il a été détourné sur l'émir, mais alors qu'il ne me connaissait pas. Ouais. Il me dit, mais je me suis tapé un peu la tête. J'ai dit, mais c'est pas possible. Comment il connaît rien de l'émir? Mais comment on peut lui donner un film pareil? C'est vrai que ça a On ne été... peut pas lui en vouloir à lui, en tant que professionnel. On ne peut en vouloir qu'au donneur d'ordre, en réalité. Absolument, absolument. Et je crois que ce film ne pouvait pas aboutir avec des gens qui étaient mal intentionnés. Pas, comme vous dites, Philippe Diaz, mais autour. Ouais, c'est cela. Comment va votre père? Ouais. Là, on Plus peut ou pas moins. finir sur. Là, on peut pas finir sur. Absolument. Alors, j'ai Écoutez- rencontré son petit-fils. Oui, Parce qu'une fois, Mohamed Boutaleb était passé avec un jeune homme oui, qu'il avait qualifié de relève, oui, qui est mon fils. qui est votre fils. Aujourd'hui, je passe avec la maman et la fille de Boutaleb, donc Oui. la maman du plus jeune et assez grand. et qui est assez grand, ouais, en réalité. Oui. Comment va le père? Ça va. Là, en ce moment, il est en cure, comme il est un petit peu fatigué. On lui a proposé d'aller un petit peu se Toujours reposer. cette même verve, cette même. Ah oui, il ne changera pas. Non, il ne changera pas. Ouais. Ce même dévouement. Et ce dévouement et cet engouement pour Ouais. l'histoire et pour le pays. Et je crois qu'il nous l'a transmis. Hein. Ouais. On a baigné dedans et on n'arrive pas à s'en sortir. Mais c'est tant mieux. Ouais, C'est tant mieux. en même temps. Voilà. Merci d'avoir été parmi nous. Merci à vous de nous avoir reçus. Il vous salue d'ailleurs. Et Et vous le saluerez de notre part. je n'y manquerai pas. Merci encore. Merci encore. Bon mois sacré. Bon, j'allais dire bon sacré mois. En même temps, c'est un sacré mois, Ramadan aussi. Oui, hein. oui, ben oui, C'est un sacré j'imagine. mois et c'est un mois sacré. Merci Ramadan. encore d'avoir été avec nous, Madame Merci. Zohr Boutaleb. C'était un plaisir. Secrétaire générale de la Fondation de l'émir Abdelkader. On rappelle que vous êtes là aujourd'hui pour parler de ce 135e anniversaire de la disparition. On rappelle l'une des célébrations, ce sera laquelle? Demain, Oui. on sera tous à 10 heures et le soir à 22 heures, nous serons à la librairie L'Arbre à Dire avec 3 conférenciers, donc notre ancien ambassadeur à Damas, Monsieur Kamel Bouchama, qui parlera d'une partie de l'émir Abdelkader à Damas qu'on ne connaît pas vraiment. Et Ouais. il a fait un travail phénoménal, d'ailleurs même il en a écrit un livre. Il y aura le professeur Riati, donc président de la Forem, qui parlera du droit international humanitaire. Il y aura aussi le représentant, donc le numéro 2 du CICR, de la Croix-Rouge, pour parler bien sûr de l'émir Abdelkader et le droit humanitaire. Vous m'excuserez de revenir toujours sur le film, mais je crois que je vous ai coupé la parole tout à l'heure. On avait parlé nous sommes restés sur l'anecdotique, un film qui devait être réalisé par un réalisateur étranger qui connaissait pas l'émir et qui n'a jamais abouti. Ça avait été prédit par votre père, mais la suite, c'est quoi? Y a-t-il un vrai projet de film sur l'émir? Je crois qu'on a loupé le coche, on avait quand même assez d'argent dans le temps. Et là, il y a un projet. On ne sait pas qu'une personnalité comme l'émir peut susciter un tel engouement que les fonds seraient soulevés aussi rapidement Je qu'il y crois aurait des jeux. que, moi, il me semble que c'est un travail qui doit se faire par réellement des amoureux de l'histoire Oui. et des personnes qui aiment sauvegarder leur histoire. Donc, nous avons des chercheurs, nous avons des intellectuels de haut niveau qu'on devrait finalement les solliciter d'ailleurs pour le scénario. Nous Oui. avons déjà le scénario de Sibou Alem Sayer, qui est un ancien donc, de la Fondation Emir Abdelkader, Oui. qui se trouve au ministère de la Culture. Voilà, un des scénarios. Pourquoi pas? Donc, on pourrait. Il y a tellement de choses Un des à faire. scénarios que vous avez validé. Oui, nous avons validé, Ouais, bien vous sûr. avez validé. Sibou Alem Sayer Ouais. est un grand monsieur, est un érudit, il connaît bien l'émir. C'est Il ça. il a écrit plusieurs livres sur l'émir Abdelkader. Donc, quand on a des personnalités de la sorte, on ne peut pas passer C'est outre. cela. Voilà. Non, parce que ce qui avait dérangé aussi sur l'ancien projet, c'est qu'il y avait des choses qui étaient erronées et qui ne correspondaient pas. C'est cela. Bonne chance. Merci. On vous libère à 9h20. Oui, oui, Je vous souhaite bonne chance en ce samedi pour Merci tirer beaucoup. jusqu'à 20h. Oui, merci beaucoup. Et puis bonne j'espère. chance pour demain surtout. Merci Et on encore. rappelle le lieu de la conférence. Ça sera au 48 Sidi Yahya, l'Arbre à Dire, où il y aura donc ces 3 conférenciers. Ceux qui voudront venir écouter un pan de notre histoire, marhaba bihoum. On Voilà. les attend. Voilà, c'est la fameuse librairie et au-dessus vous avez le fameux restaurant. Absolument. Et c'est le 48, exact. Absolument, absolument. Allez, quant à nous, on se retrouve dans quelques instants. On va parler nutrition. Comment doit-on manger pendant ce mois sacré? Peut-on aspirer et espérer surtout maigrir quand on est en plein mois sacré de Ramadan? Est-ce possible? Oui ou non? Quelle hygiène alimentaire adopter? Comment faire pour ne pas prendre plus de poids
que ce qu'on souhaiterait plutôt perdre. Et ben ça se passe avec Jalil Meraska, qui est coach en nutrition, coach sportif également. Il sera avec nous sur le plateau pour parler de tout cela, la nutrition et le sport pendant le mois sacré. C'est avec Jalil Meraska, mais c'est juste après ce portrait, ce gros plan sur le mausolée de Sid Ahmed Ben Youssef de Meliana, et ça se passe avec Feriel Hamdi. ونحبك وقليل عليا المحبة راهي غير ليك هذا واجب ماهوش مزية. Nous nous sommes rendus ce week-end à la capitale du Zakar pour découvrir la beauté saisissante d'un panorama exceptionnellement féerique de Meliana. Une visite guidée au mausolée Sid Ahmed Ben Youssef, qui incarne une mémoire collective de la population de Meliana. Le monument est attribué au saint patron de la ville de Meliana, c'est Abou Abbas Ahmed Ben Youssef al-Rashidi. Il est natif de la Qal'a de Beni Rachid, c'est-à-dire au début du 15e siècle. Et il a été enterré ici à Meliana. Et en 1795, c'est le bey d'Oran qui a ordonné de bâtir la Zawiya et le mausolée. Et puis ce lieu est devenu un haut lieu de pèlerinage qui attire, disons, l'attention des visiteurs. Sid Ahmed Ben Youssef constitue une symbolique phare séculairement vénérée par l'ensemble de la population de cette région. Sid Ahmed Ben Youssef, c'est un lieu où se rencontraient beaucoup de gens, les Melianais et les gens qui habitaient hors de Meliana. Par exemple, ils se rencontraient le jour du Rakb, qui se faisait chaque année du mois de mai, la mi-mai. Les gens de Beni Farh, ils viennent de la région d'Aïn de Flaharib. Et une semaine après, il y a les gens de Beni Mnassar qui venaient de Cherchar. Donc ici, ils se rencontraient avec de la poésie, et puis aussi, il y a un autre événement, c'est le Menara. Le Menara, c'est qui sillonne la ville, où ils et avec des objets sur la Menara. Et puis il y a la vente aux enchères, où les rentrées à dos, ils masjid. Et tout le monde était content, tout le monde était joyeux. Le mausolée pure construction turque occupe la galerie sud, dont la façade de l'entrée est harmonieusement décorée de carreaux de faïence. Les murs de la salle ornés de céramique et d'inscriptions religieuses au centre se dresse le catafalque du Saint-Homme. Parce qu'il s'agit d'un complexe religieux historique, historico-religieux. Donc il comprend la salle de prière, le mausolée, la zawiya et le fundouk. Et donc tout cet ensemble architectural, il date de la période turque. Parce que puisque le bey d'Oran, qui est Ben Uthman, c'est lui qui a ordonné de construire, avec ses deniers personnels, de construire, disons, tout ce complexe religieux. En contrebas, une longue pièce basse au mur barbouillé de henné fait office de la tombe de Lella Baroura, servante noire de Sid Ahmed Ben Youssef. Il y a le saint patron Sid Ahmed Ben Youssef qui est enterré ici, mais aussi de grandes personnalités qui ont marqué l'histoire de l'Algérie.
Par exemple, il y a le Khalifa Mahidine Sghir, il y a le grand Moudjahid du Maghreb Nadir Bouzar. Et notre association a eu cette idée d'organiser des visites guidées au niveau de ce haut lieu de spiritualité. Et surtout à l'occasion du mois du patrimoine, on a eu cette idée d'organiser chaque week-end des visites guidées pour ceux qui s'intéressent au tourisme religieux. On demande à l'administration seulement de l'ouvrir parce que ça fait presque 12 ans qu'il est fermé. Et notre plus grand souhait qu'il soit ouvert surtout le développement de la ville. L'opération de restauration n'a touché qu'une partie de cet édifice, et cela en 2006. Ce mausolée, qui perpétue un véritable pôle de rayonnement culturel et de citadinité, doit être conservé et entretenu à la dimension de son ancrage sociétal et populaire dans cette région. Un édifice qui doit être relevé par les autorités concernées. انا راني متمني يقلبوا لنا هذا الاخر كيما بكري احفاد سيدي احمد بن يوسف يتصرفوا ويعطونا المفتاح هذا ما نتمناه. احنا نطالبوا كجمعيه وكرئيس جمعيه ماذا بينا الضريح راه سمحوا فيه وحنا كاحفاد نهار اللي يعاودوا به يرموا حنا عطينا لهم المفتاح ماذا بهم يرجعونا المفتاح ولا جات في الترميم رانا واجدين. Les Miliani attendent toujours avec impatience la réouverture du mausolée, qui est pour eux un lieu incontournable pour les échanges culturels et cultuels. Fadi El Hamdi à Miliana pour nous parler donc de ce mausolée, le mausolée de Sidi Ahmed Ben Youssef de Miliana. Et comme annoncé ce matin avec nous sur le plateau, un conseiller en nutrition et coach sportif en nutrition du sport, pour être plus précis. C'est avec Djalil Meraska que ça se passe. Bon retour, on s'était vu il y a une semaine, c'était l'occasion de parler un peu du cheminement, on va dire. On va pas dire l'ensemble du parcours, mais une partie de votre parcours. Revenir également sur quelques thématiques. Et puis on s'est dit, pourquoi pas ? Pourquoi pas chaque semaine ? Pourquoi pas inviter de vrais spécialistes qui connaissent vraiment l'école du terrain et qui connaissent bien l'Algérie, la vraie, à partir d'ici, et qui vont nous parler tout simplement de questions qui touchent à monsieur et madame tout le monde. Alors, Djalil Meraska, pour commencer avec vous, conseiller en nutrition du sport, ça consiste en quoi ? C'est la question basique et bête avec laquelle on peut commencer. C'est-à-dire, là, tu parles du métier. Oui, okay, je parle en fin de compte de quoi est fait le quotidien d'un conseiller. D'un conseiller de la nutrition du sport. Alors, tout simplement, je ne me considère pas comme expert. Donc déjà, pour commencer, il y en a beaucoup qui m'ont posé cette question. Donc, est-ce que tu es expert en nutrition ? Je dis que je ne suis jamais expert. Parce qu'en fait, c'est un domaine tellement très vaste et on a quotidiennement, donc j'apprends des choses. C'est-à-dire cette expertise, finalement, elle viendra peut-être un jour, mais je ne suis pas expert. C'est-à-dire je maîtrise très bien mon domaine, je me considère comme conseiller de la nutrition sportive, puisque c'est une spécialité. C'est un petit peu comme si vous disiez, il y a la médecine générale et ensuite il y a les spécialités. On peut faire de la diabéto, on peut faire de la cardiologie, on peut faire... Donc dans la nutrition, c'est la même chose. Donc il y a la nutrition et puis on peut se spécialiser. Moi, je ne l'ai pas fait en Algérie, mais ça existe. Donc, on peut se spécialiser en nutrition du sport. Donc, et donc, du coup, de quoi est fait votre quotidien ? Quel type de personnes viennent vers vous ? Quel type de personnes vous demandent conseil ? Et quels sont les conseils que l'on vous demande le plus souvent ? Le plus souvent, c'est généralement des gens qui veulent juste avoir une meilleure hygiène de vie, tout simplement. C'est-à-dire, ils veulent inclure de l'activité physique, mais pas que. C'est-à-dire, ils pensent à bien manger, ils pensent à mieux récupérer et tout. Et donc, on essaie de les conseiller sur tous ces aspects-là, mais spécialement sur leur alimentation pour accroître leur performance. Par exemple, chez certains athlètes, donc ils n'arrivent pas à se retrouver. Face à ce qu'ils mangent, comment calculer leurs besoins. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc, et c'est à ce moment-là que vous intervenez ? Oui, tout à fait. C'est à ce moment-là. Alors du coup, juste en parlant d'athlètes, vous avez plus
de personnes qui viennent vers vous plus dans la catégorie amateur du sportif du vendredi ou plus ou aussi en fin de compte des athlètes de haut niveau? C'est plutôt les amateurs. C'est plutôt les amateurs. Voilà. Généralement, les personnes de haut niveau, ils sont encadrés déjà dans leur club. Donc, finalement, les gens, comme vous et moi, donc ils viennent demander conseil. Et puis, quand ils trouvent une personne qui est à l'écoute, qui est professionnelle, donc voilà. Donc, généralement, on travaille très très bien ensemble. Parmi les questions qui reviennent le plus souvent, le sport pendant le Ramadan, avant ou après le fطور? Très bonne question. Donc, moi, je suis pour l'entraînement avant le fطور. Peut-être j'avais un autre avis il y a quelques temps et je l'ai changé tout simplement parce que si on jeûnait au mois dans une saison d'hiver, c'est-à-dire, on va dire que la fenêtre du jeûne sera beaucoup moins rétrécie. Voilà. Dans ce cas-là, on peut considérer que l'entraînement après le fطور peut être intéressant puisque ça sera aux environs de 17h, 18h. Donc, ça ne va pas perturber l'aspect récupération qui est le sommeil. Si on s'entraîne après 20h ou 21h, ce qui est déjà pas recommandé en temps normal, physiologiquement, donc on s'entraîne après 21h, donc ça va créer beaucoup de perturbations au niveau retarder le sommeil, plein de choses. Et on sait très très bien que justement le sommeil c'est un des facteurs clés pour justement rester en bonne santé et avoir un bon physique puisqu'on y est. Donc faire du sport empêche de dormir. Oui. Ah ouais, c'est dormir, vraiment courir à 1h du matin pour vous c'est on va dire bête. Ça sert à rien quoi. Pour un amateur, je dirais que c'est pas la meilleure des choses à faire. Hein. Si c'était un professionnel qui travaille sur un objectif, où il y a des gens qui le font, le running nocturne là, ils le font. Après, c'est pour vraiment un objectif bien précis. Mais sinon, un amateur, vaut mieux qu'il fait son running juste avant. En termes d'impact sur le physique, sur le corps. Oui, il y a un impact justement puisque à 1h du matin on devrait dormir déjà. Donc c'est ça. Déjà il y a ça dépend. Ben voilà, 1h du matin, vous savez qu'il y a il y a ce qu'on appelle le rythme circadien, donc c'est l'horloge biologique de l'être humain, donc à partir de 22h, 23h, donc on commence à sécréter certaines hormones et ces hormones-là justement, on devrait les sécréter en étant dans un sommeil profond. Donc le sommeil profond, il est hyper important dans ce sens, hein, c'est-à-dire pour récupérer, pour plein de régénération cellulaire, voilà, pour être en bonne forme le lendemain. Quel type de sport pendant le Ramadan? Pour un amateur, hein, les professionnels, vous l'avez bien dit. Oui, enfin, type de sport, moi je suis pour l'activité qu'on aime bien faire déjà, donc c'est très important. Voilà. Donc si on est bien dans le running, on fait du running, si on est très bien dans les sports de force, on fait du crossfit, on fait de la musculation, Maintenant, revenons aux objectifs de la personne, c'est-à-dire si on est plus dans l'optique de préserver ou de maintenir une masse musculaire, donc c'est très important donc, pour épargner cette masse musculaire de faire de la musculation, donc tout simplement, et de diminuer un petit peu l'activité cardio au mois de Ramadan, c'est-à-dire quand on est à jeun. En revanche, c'est-à-dire si on veut accroître ses capacités plutôt d'endurance, c'est-à-dire ses capacités cardiovasculaires, aérobie en général, c'est plutôt du running, c'est plutôt tout ce qui est activité de longue distance, généralement. Voilà, donc ça dépend vraiment de l'objectif de la personne, hein, finalement. Peut-on perdre du sport avec Peut-on perdre du poids exclusivement avec le sport? Alors, exclusivement avec du sport ou pendant le Ramadan? Non. D'abord, exclusivement avec le sport, on reviendra à Ramadan juste après. Non, moi je dirais que c'est jamais avec un grand J. Non. C'est vraiment un facteur isolé. L'exercice ne permet pas de perdre du poids, ni d'en prendre d'ailleurs. Voilà, donc on est dans les deux objectifs. Et l'exercice c'est juste... oui. Tout à fait. C'est vraiment l'exercice, il est juste là pour stimuler une certaine, on va dire une équation qu'on a. Donc on travaille sur cette équation, on inclut l'activité physique, rien de plus. Il ne faut pas croire que c'est avec l'exercice ou avec la diète ou voilà. C'est vraiment l'ensemble de ces facteurs-là qui va donner des résultats intéressants sur le long terme, hein, parce qu'on peut voir juste avec l'activité physique des résultats qui sont éphémères. Mais vous connaissez très très bien l'effet yo-yo, même avec les régimes alimentaires et tout ce qui s'ensuit. Donc on essaie de simplifier vraiment les choses. Et voilà. Régime alimentaire pendant Ramadan? Possible ou pas selon vous? Alors, en Algérie?
Oui, bien sûr. Société algérienne, culture algérienne. Société algérienne, on est là. Ouais. Donc justement, le régime, moi je suis vraiment, enfin si je donne un avis sur le régime alimentaire pendant le ramadan, c'est très très mauvais de faire un régime pendant le ramadan. Tout simplement parce que si vous allez créer, on va parler un petit peu de l'aspect socioculturel. Voilà. Déjà, c'est très important que la personne se sent pas marginalisée quand elle est en plein fort. Donc déjà, si elle va se priver de certains aliments, de ne pas manger le bourrak, shorba, ce genre d'affaires. Donc elle va être vraiment dans la privation et ça va créer donc une frustration un peu plus tard. Hein. Donc déjà cet aspect, pardon, qui va se transformer en qui va se transformer en prise de poids si la personne. Oui, tout simplement. On finit par craquer selon vous après une frustration. Oui, exactement. Parce que si on rentre un petit peu dans l'aspect physiologique ou métabolique plutôt, donc on connaît très très bien que les régimes, donc c'est le corps humain il est revanchard. C'est-à-dire prendre sa revanche si on le surprend avec enlever cet aliment ou une tranche d'aliment plutôt. Donc si on est dans cette optique, forcément donc on aura des répercussions sur la santé, sur les hormones, sur plein de choses. Donc on préfère ne pas être dans ce qu'on appelle des régimes exclusifs. Donc c'est plutôt rester dans les habitudes, c'est très très important. Donc prendre en considération l'habitude d'un Algérien. Et qui dit habitude dit psychologie, donc c'est pour ça qu'on travaille sur le côté psy avant tout. Ouais. Et une fois qu'on voit que cette personne est apte à, on va dire, à modérer ou supprimer certains aliments, qu'on commence à travailler vraiment sur les régimes. Mais après, avant, c'est toujours dans une notion de rééquilibrage, c'est le coaching, hein, c'est ça le coaching. Selon vous, tout se passe dans la tête Parce que vous n'arrêtez pas de parler de l'aspect psychologique. Oui, ce qui est très intéressant, hein, ça change beaucoup de choses. Ouais, ça change des fameux régimes un peu en mode guerrier où tu dois t'arrêter du jour au lendemain. Mais... Ça existe, ça, le régime guerrier, ça existe aux États-Unis, the warrior diet, ça existe en plus. Donc c'est toujours. J'en ai connu ici aussi. Ah d'accord. Ouais, chez des médecins qui faisaient de l'acupuncture. Ah ouais, je sais très très bien, ouais, bien sûr. C'est dur, mais après. On perd 28 kilos, on reprend 32. On reprend 32, donc vous avez fait l'équation. Aussi vite qu'on les a perdus, c'est fou. C'est comme ça, c'est pas magique en fait finalement. Ouais, ça vous laisse pas le temps d'un shooting photo, hein, je vous le dis. Ah pas du tout. Ça vous laisse même pas le temps de profiter de votre nouveau corps que vous avez déjà entamé la reprise de poids. Tout à fait. C'est-à-dire on est plutôt, on préfère rester dans la flexibilité, c'est très important. C'est pour ça que l'aspect justement l'aspect psychologique, pourquoi il est important? Parce que c'est lui qui va déterminer tous les autres facteurs. Hein, finalement, c'est-à-dire si la personne n'est pas prête, par exemple, à faire un régime alimentaire, on ne peut pas lui imposer. Voilà, c'est tout simple. Enfin, c'est pas une négociation, c'est qu'on communique avec la personne bien avant, on lui pose beaucoup de questions sur son hygiène de vie, sur ce qu'elle aime manger, ce qu'elle n'aime pas bien manger. Donc on a parfois des surprises. Hein. C'est-à-dire les personnes, ils se lâchent quand ils voient que c'est... Et on prend en considération tous ces aspects, toutes ces questions-là. Et c'est à partir de là qu'on envisage, pas encore, on n'est pas là au régime alimentaire, hein, qu'on envisage de faire avec cette personne un travail de coaching, donc un travail de fond. Hein, c'est-à-dire c'est vraiment holistique, si on peut utiliser le mot comme ça, qui prend en considération toute l'hygiène de vie de la personne. C'est-à-dire même si elle a des pathologies, bien sûr, bon après, si elle a des pathologies, on va voir bien sûr ça sera avec l'accord du médecin, avec le physiologiste et tout, et on fait un travail d'ensemble généralement pour qu'il n'y ait pas de répercussions, encore une fois, sur la santé. Comment va notre population? Elle est un peu grassouillette ou pas? On a l'impression, et j'avais lu un article la dernière fois, que pendant de longues années, on a été très gras et gros, en fin de compte, et que la nouvelle génération qui arrive est plus rassurante, parce qu'elle est plus consciente des enjeux, peut-être pas forcément des enjeux sur la santé, mais des enjeux sur l'esthétisme, déjà pour commencer par l'aspect extérieur, qui n'est peut-être pas pour une fois mauvais. Oui, bien sûr. Si on lie justement l'utile à l'agréable, l'esthétisme à la santé, pourquoi pas. Moi, je suis partisan de ce... C'est pour ça que j'aime bien, généralement, quand on parle d'esthétique, d'une manière saine, hein, après, parce qu'il y a esthétique et esthétique. Si on parle de l'aspect physique, donc si la personne se sent bien dans son
physique, ben, généralement le moral suit. Et puis, donc c'est pour ça qu'on parle toujours de l'aspect psychologique. Et vraiment, donc ça se passe dans la tête. Hein. Après, bien sûr, moi je dirais que notre population commence à devenir de plus en plus consciente de ce qui va venir ou de ce qui est déjà. Enfin, beaucoup de problèmes de santé, c'est-à-dire qu'on parle de santé publique. Voilà, généralement c'est lié aux facteurs qu'on connaît tous, c'est la sédentarité, c'est un peu la malbouffe, c'est un peu c'est le stress. Je viens insister sur ça. Ouais, c'est le stress, le manque de sommeil qui a des répercussions vraiment sérieuses sur. Moi, je reçois beaucoup de personnes qui sont très très bien, ils font leur activité physique, ils disent qu'ils mangent très très bien, mais ils ont des problèmes de poids. Ouais. Et moi, là, à chaque fois, la première question que j'ai à leur poser, est-ce que vous dormez assez? Est-ce que vous avez un sommeil de qualité, hein, plutôt? Pas combien d'heures vous dormez. Généralement, on nous recommande de dormir 7-8 heures. C'est pas ça. Voilà, ouais. C'est est-ce que vous dormez? Vous pouvez dormir très très bien 4 heures, avoir un sommeil de qualité à 4 ou 5 heures. Vous êtes très bien. Hein. C'est ça. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de sommeil et c'est pour ça qu'on parle un petit peu du Ramadan, justement, parce que c'est l'occasion. Il y a le sommeil est un petit peu perturbé, il faut le dire. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on... Sommeil perturbé, du coup, métabolisme complètement... Ah oui. Il y a des études maintenant aussi. Qui ont montré qu'il y a une corrélation directe entre la prise de gras, donc c'est précis, la prise de gras et le manque de sommeil. C'est-à-dire, vraiment, c'est des études, des méta-analyses qu'ils ont fait sur des personnes qui dorment mal, tout simplement, surtout qui sautent le sommeil profond, c'est-à-dire qui dorment généralement après minuit, 1h du matin. Donc ces gens-là, donc ils ont des cellules graisseuses qui sont beaucoup plus résistantes, c'est ce qu'on appelle les adipocytes, qui sont beaucoup plus résistantes, qui partent difficilement. Ouais. Voilà, et aussi donc ils ont des taux de cortisol qui sont assez élevés et c'est chronique, c'est-à-dire c'est l'hormone du stress qui est tout le temps et ça c'est pas bon parce qu'en fait le cortisol c'est un peu l'ennemi de l'hormone de croissance. Hein. Vous savez, l'hormone de croissance c'est l'hormone l'hormone anti-âge, l'hormone de jeunesse qui permet de préserver de la masse musculaire et tout. Donc s'il y a des taux de cortisol qui sont tout le temps élevés, tout le temps du stress, donc la personne va être tout simplement elle va vraiment avoir des difficultés, mais vraiment des difficultés à progresser dans ce qu'elle veut faire. Hein. Donc le sommeil, un élément clé dans la perte de poids et dans la bonne hygiène de vie et hygiène... On peut dire ça. Ouais. C'est pour ça qu'il y a eu déjà, je pense, un congrès du sommeil déjà. Ça a été organisé ici en Algérie. Donc par la société algérienne du... C'était pas la médecine du sommeil? Oui, je pense que c'est ça. C'est ça, on avait reçu ici d'ailleurs le fondateur de cette société. C'est une société savante. Hein, c'est une forme d'association scientifique et qui a travaillé sur ce fameux congrès, effectivement, congrès international sur le sommeil. Exactement. Sur le sommeil, sur les dangers liés au manque de sommeil, sur tous les facteurs liés à cela. Juste une dernière question avant de vous laisser repartir, parce qu'on vous invitera forcément la semaine prochaine. Avec plaisir. On parle beaucoup de perte de poids, mais est-ce qu'il y a des personnes qui viennent vers vous pour en prendre par contre? Bien sûr. C'est sûr, ça va de soi. Hein. Comme j'ai dit dernièrement, c'est-à-dire la plupart de nos jeunes ont on va dire une morphologie plutôt ectomorphe. C'est ce qu'on dit ectomorphe, c'est-à-dire c'est une personne qui est naturellement ou génétiquement maigre. C'est-à-dire qu'il y a des insertions ou des os qui sont fins. Donc, ils ont vraiment des difficultés à prendre du poids en gros. Hein, voilà. Donc, ces jeunes-là, on les reçoit, ils viennent pour vouloir prendre du poids en premier lieu. Hein. Ils n'ont pas vraiment compris que prendre du poids à tous les prix, c'est pas bon. C'est-à-dire, c'est vouloir prendre du muscle. Hein. Parce que le muscle, c'est l'organe de longévité, c'est pas le gras. Donc, et après, ils veulent prendre juste du poids. C'est-à-dire, ils vous disent... oui. Mais on peut le comprendre aussi. Hein. On peut le comprendre, moi je suis passé par là. Donc, moi j'ai commencé, j'étais très très maigre à la base et pour commencer, donc j'ai dû ça fait des années hein, quand même, donc c'était pas facile. Donc j'avais un petit peu cette notion de grossir à tous les prix. C'est-à-dire peu importe que ce qui se passait dans ma tête, c'est-à-dire c'était prendre du poids. Quand je me regardais dans le miroir, c'était pas non, c'est pas toi, il faut que tu prennes du poids. Mais je l'ai fait, alhamdoulilah, j'ai fait d'une manière intelligente. C'est-à-dire, j'ai commencé à me documenter, c'est très important. Donc j'ai fait un travail sur moi-même, d'introspection, et j'ai vraiment cherché que
la meilleure solution, vraiment généralement les meilleures solutions, c'est les solutions à long terme. Donc j'ai travaillé sur le côté sportif, j'ai fait de la musculation principalement, c'est ce qui permet de prendre de la masse musculaire. Un peu de cardio bien sûr, ça permet de rester en bonne santé cardiovasculaire. Et dormir, donc on vient juste de le dire. Oui. Et aussi avoir une nourriture qui est plutôt qui va dans le sens de cette prise de masse musculaire. Donc on essaie de sensibiliser ces gens-là, de leur dire voilà, faudrait travailler plutôt sur ces aspects-là que d'essayer de chercher, d'acheter des compléments alimentaires au départ pour pouvoir prendre de la masse musculaire aussi rapidement, ou ce genre de solutions, on va dire, qui sont faciles, hein, mais à quel prix parfois. Donc, bon, je ne parle pas des compléments alimentaires, hein, ça n'a rien à voir, mais parfois il y a des choses qu'on voit, hein, c'est des solutions obscures, quand on peut parler du dopage par exemple, qui est un fléau social dans la société, on n'en parle pas beaucoup, mais croyez-moi que ça se voit comme des petits pains maintenant dans des salles de sport, les jeunes se dopent à un âge mais dopé de quoi, avec quoi dopé généralement dans le monde de la musculation, c'est les stéroïdes anabolisants. Ils sont sous stéroïdes anabolisants, c'est tout ce qui est dérivé de la testostérone, qui est l'hormone la plus performante du corps humain. C'est-à-dire, ils vont vers des solutions qui changent la physiologie de l'être humain carrément. Donc, ils vont des personnes qui sont pas du tout aptes à faire tout ça. Et ça tombe bien, on en parlera la semaine prochaine si vous le permettez. Inch'Allah. Le fléau qu'on soulèvera ensemble. Donc le dopage, on connaissait le dopage chez les sportifs professionnels de haut niveau, quelquefois même à un niveau mondial, enfin beaucoup de fois à un niveau mondial. Et puis là, on va s'y intéresser, on se rendra compte en fin de compte qu'il touche aussi toutes les catégories. Merci d'avoir été avec nous. Rappelons que vous êtes conseiller en nutrition du sport, coach sportif, vous êtes chez Fitness Law, donc celui qu'on connaît sous le nom de Spalo, et chez Tlenorgym. Tlenorgym Adraria, Et ben voilà. Et pour plus d'infos, c'est très simple, il s'appelle sur Instagram, Facebook, et vous m'avez dit Snapchat, ça sert à rien. Voilà. Heureusement. Le nom c'était... C'est Facebook, Instagram et YouTube. Oui. Voilà, DZ Fitness et Nutrition. Voilà, DZ Fitness et Nutrition pour avoir plus de conseils qui vous concernent directement en même temps. Ça peut être personnalisé. Merci encore. Merci Jalil. Merci à toi. Excellente journée. Allez, quant à nous, dans quelques instants, on va parler de la femme enceinte et du jeûne. Ça tombe très bien. On conjugue Ramadan à toutes les sauces et à toutes les thématiques. Ce matin, c'est avec Hafeda Nassera Ansel que ça va se passer. Elle est sage-femme, elle vient de France pour prodiguer ses conseils. Ce sera juste après ce reportage. Ce reportage signé Maya Amrani. Alors Maya Amrani qui nous parle de la cryo-esthétique. On se retrouve juste après. La cryo-esthétique, méthode longtemps réservée aux grands sportifs pour alléger les douleurs. La technique est apparue en médecine esthétique depuis quelques années. Technologie altérant les cellules graisseuses, un soin capable de cibler les zones précises, faire fondre les graisses par le froid. Nous avons parlé de la cryolipolyse la dernière fois. Donc vous voulez toujours perdre vos bourrelets disgracieux au niveau du ventre. Oui. C'est ça. Donc est-ce que vous vous êtes un petit peu renseigné sur la technique? Un petit peu. Un petit peu. Donc c'est une technique non invasive, donc elle vous fera pas mal. Juste une petite aspiration et qui va vous permettre de perdre 20 à 30% de votre bourrelet. Donc on va travailler avec le froid. Donc c'est une pièce à main aspirante et on va refroidir, on va diminuer, baisser la température jusqu'à des températures négatives. Raffermir, mincir et réduire la cellulite, c'est l'espoir de toute personne ayant pris du poids. Pour protéger la peau, puisque la cryolipolyse descend à des températures très très basses jusqu'à des températures inférieures à 0. Donc la peau peut être brûlée. Selon la taille, selon l'épaisseur du bourrelet, selon l'endroit où qu'on va traiter. Donc là c'est trop petit, donc l'abdomen est quand même assez large. Oui. On évitera de prendre le nombril, oui, parce que c'est une zone assez sensible, très vascularisée. Donc on risque de faire peut-être il y a quand même des contre-indications à la cryolipolyse. Hein. Mesurer la pièce à main, nous allons voir la température. Donc on va aller jusqu'à moins 9 degrés. Aujourd'hui on va faire du moins 8 degrés.
Avec l'aspiration, on fera une aspiration, on a une aspiration de 1, de 2 ou de 3. Et le temps, on peut augmenter jusqu'à 1h30 de traitement. Là, on va faire 1 heure pour l'abdomen. Voilà, donc la pièce à main rubis est prête. Et là, on va la placer. Il faut qu'elle soit bien placée. Il faut que toute la lingette soit autour. Il ne faut pas qu'il y ait de zones où la lingette ne soit pas présente. On la place et on appuie ici pour l'aspiration. Maintenant, il va y avoir une aspiration. Voilà. Hop. Voilà. C'est à ce moment-là où nous avons une petite douleur qui, comme si quelqu'un nous pinçait. La cryoesthétique, véritable innovation dans le monde de l'esthétique et du bien-être. Le temps a été écoulé, donc on va arrêter l'aspiration. Enlever doucement. Donc voilà, on a ici une marque, pas seulement une marque, mais un bourrelet glacé. Voilà, donc voilà, bien systématisé. Voilà, donc qu'on va masser, d'accord, pour pouvoir. Votre sensation, madame? Je ressens rien. Rien. Voilà. Voilà, c'est rouge, oui. Voilà, c'est rouge, c'est enflammé. Donc là maintenant, on va faire un petit massage pour rétablir, rétablir la circulation, parce que on dirait que c'est l'anesthésie. Donc elle est anesthésiée là. Hein. C'est anesthésie. Elle est anesthésiée, elle a une température, donc on peut avoir des petites ecchymoses, oui. Voilà, des rougeurs et des ecchymoses. Donc on va masser pour faire baisser ce bourrelet, donc on le fait baisser et en même temps rétablir la circulation lymphatique. Un soin plus agréable et sans consommable. C'est hyper important. Alors du coup, c'était Maya Amrani qui nous parlait donc de cette technique, la cryoesthétique. Ça vous dit quelque chose, Hafida Ansel, ou pas? Oui, mais en fait, moi, je suis très côté nature, donc tout ce qui est, je suis désolée, hein, mais... Bah, vous avez le droit d'avoir votre avis. Oui, alors moi, je suis pas du tout tout ce qui est... Ah, tout ce qui est cryo et ce qui va avec, c'est pas votre truc. C'est pas mon truc, Ouais. voilà. Si on a une bouche, on la garde telle quelle. Si on a des seins tombants, ben, on essaie de mettre un soutien-gorge pour le remonter, mais je suis pas très, très artifice, là. Mais pour les femmes qui le là, sollicitent et... Ça, c'était de la perte de poids. De poids, via oui. Alors ça, c'est un peu comme le des palpé techniques du roulé, foie, tout c'est ça. Alors si. Vous êtes plus ou moins... Ouais. Bon. Ouais, alors Bah, peut-être que non, je vais pas dire que j'en ai pas besoin. Bon. En tous les cas, bonjour à toutes et à tous. Pardon, je parle toujours aux femmes. Ouais. Et puis, je vous souhaite à tous... Elle est arrivée. Je suis arrivée. Alors, Ramadan et la grossesse, on en parle. On en parle ce matin avec vous. Ouais. Est-il dangereux de jeûner pendant la grossesse? Alors, avant de dire est-il dangereux, il y a des études qui l'ont montré. Donc, au niveau théologique, déjà bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour tout le monde, bonjour monsieur Mahrez. Bonjour. Et surtout, bon ramadan à tous, parce que ça, c'est important. Alors, pourquoi on parle? Parce qu'il est quand même international, le sujet du ramadan. Chez la femme enceinte, il est international. Il faut savoir qu'en France, par exemple, c'est quand même la deuxième religion du pays. Il ne faut pas non plus se leurrer. Et donc, il y a plein de gens musulmans. Donc, est-il dangereux Alors, est-il dangereux de jeûner? J'étais en train juste de vous orienter vers votre bonne caméra. Oui, parce que là, je regardais la dame. Non, parce que vous regardez la dame, c'est ça. Oui. Elle est mignonne, hein, Dida? Oui, elle est très mignonne. Ah là là. Il y a eu 7 hommes qui voulaient se marier avec elle et elle a refusé, je ne sais pas pourquoi. Elle a raison, il ne faut pas s'encombrer dans la vie. Et elle a raison. Alors du coup, vous étiez en train sur le plan théologique d'abord? Sur le plan théologique, rien ne nous empêche de faire le ramadan, mais la religion permet à la femme enceinte et à la femme qui allait de ne pas le faire. Ouais. Alors après, j'ai souvent des femmes qui me disent « mais il faut rembourser ». Alors sachez mesdames que, j'ai quand même été voir pas mal d'écrits quand même, c'est pas comme ça, je suis aussi musulmane, faut pas se leurrer. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est enceinte ou quand on allait, vous ne récupérez pas ces jours. Parce qu'il y a une histoire de remboursement. Vous avez simplement le droit, l'obligation de payer en fait de donner en fait d'alimenter. Voilà, c'est l'aumône, voilà, ça aide pour une personne qui est nécessiteuse. Donc du coup, vous vous intéressez à cette question pour éradiquer toute
fausse explication, fausse lecture de la religion qui dirait que là vous dites voilà, non. L'imam du coin qui vous dit il faut faire le ramadan, si votre corps ne vous le permet pas et si vous sentez que vous êtes fatigué, vous ne le faites pas. On parle bien de cas de grossesse. Voilà, cas de grossesse ou d'allaitement. À savoir que par contre, les femmes qui allaitent mais qui ont des lochis, elles récupèrent. Pourquoi? C'est juste le postpartum, c'est-à-dire après l'accouchement. Et là, elles ont comme des saignements, comme des règles. Donc là, elles récupèrent. C'est différent. Est-il dangereux de jeûner alors? Alors justement, côté médical, il y a des études aussi qui disent qu'ils n'ont pas trouvé de problème au jeûne. Parce que c'est vrai que quand vous parlez à une personne non musulmane, qui ne fait pas le ramadan, elle fait oh, mais comment elle fait? Comment vous faites? Comment? Eh bien non, mesdames, sachez que si votre corps est sain, si vous avez si votre grossesse est saine, il n'y a aucun souci à faire le ramadan. Il n'a pas été prouvé qu'il y avait plus des bébés plus petits ou des quotients intellectuels plus bas, c'est-à-dire votre bébé ne sera pas débile parce que vous n'avez pas mangé. Sachez que votre enfant, c'est comme l'allaitement, il prend sur vos réserves. Et ça, c'est très important à savoir. Donc, médicalement parlant, il n'y a pas de contre-indication, sauf, bien sûr, si vous avez un diabète gestationnel, si vous avez une anémie. Une anémie, il faut savoir que c'est un manque de fer. Le fer, c'est quand même la source de tout. C'est ce qui transporte l'oxygène dans vos vaisseaux et qui est important pour tout. Donc une anémie, non. Une maladie métabolique. Ou alors si votre corps, si vous êtes une petite, pas très grosse et qui n'avez pas beaucoup de réserves, alors à éviter le ramadan. Après, vous êtes seul maître. Après l'avis médical, bien sûr, vous êtes seul maître de ce que vous voulez faire. S'il n'y a pas de danger ni pour vous ni pour votre bébé, il n'y a aucun souci. Alors ça tombe bien, que font les femmes en réalité? Eh bien écoutez, voilà, donc j'ai fait vraiment plein de pourcentages et il s'avère que 70% des femmes font quand même le ramadan. Ouais. Mais on leur dit attention, c'est-à-dire que s'il y a le moindre signe de gêne ou de mal-être, mais qu'est-ce qu'on fait? On mange et on boit parce que c'est surtout l'eau en fait. Le risque le plus gros, c'est la déshydratation. C'est pas le manque alimentaire parce que le manque alimentaire, si vous avez une alimentation saine, et parce qu'en fait, comme on dit, on a le ramadan, quand on rompt le jeûne, qu'est-ce qui se passe? On a 3 repas, mine de rien. Donc la religion est très très bien faite, c'est les gens qui l'expriment très mal. On a la religion, vous avez déjà le premier repas qui est la coupure du jeûne. Souvent les gens, ils s'attablent, ils sautent sur tout ce qu'il y a sucré, zlabia, patati, patata, c'est très très mauvais. Il faut quoi? Il faut prendre un sucre pour redonner, parce que qui dit un sucre, enfin prendre un aliment sucré, de façon à oui, quand je dis pas, c'est une date par exemple. Eh bien, très bien, parce que la date, c'est vraiment l'aliment calorique sucré qui est vraiment le meilleur. Ouais. On ne va pas dire des noix, des amandes. C'est pour ça qu'on commence par toujours... Après, il faut prendre soit un thé, soit un café pour ceux qui prennent du café, soit une shorba. Une shorba, c'est très très bien. C'est-à-dire que vous avez mis quand même la shorba en 3e position. Vous voulez dire que nous sommes vraiment dans non, je ne dis pas, ça c'est vraiment... Dans un gros n'importe quoi alimentaire. Non, mais c'est pas une critique au sens critique. Alors, ce que je veux dire, c'est pourquoi un gros n'importe quoi au niveau alimentaire, c'est que les gens... Non, c'est un gros n'importe quoi. Alors, il y a un sketch de Madame Hilal. Non, c'est une autre femme qui fait ça, qui dit, les yeux fermés, et puis on prend de tout, et on mange de tout, et on mélange de tout. La charba avec la kessara avec le ben avec... Et ça, c'est du n'importe quoi. Pourquoi? Parce que faire le ramadan n'est pas se priver et ensuite devenir dingue. Faire le ramadan, que ce soit une femme enceinte ou que ce soit n'importe qui, mais qu'est-ce qui se passe? Votre corps, vous l'épurez. C'est vraiment une façon d'épurer son corps et son esprit. Donc en épurant ça, n'allez pas l'empoisonner par la suite. Ça veut dire que vous avez votre premier repas, donc vous prenez cet aliment qui est une date, des noix, enfin vous avez l'embarras du choix. Voilà. Donc après, si vous pouvez le fruit, c'est encore mieux. Pourquoi? Parce que souvent les gens prennent des fruits tout à la fin. Il faut savoir que quand on mange un fruit au début, en dehors du ramadan par exemple, vous prenez un fruit le matin, et c'est mieux que manger un plat consistant. Un repas, oui, parce qu'on dit le dessert, mais vous regardez les Asiatiques, ils n'ont pas de dessert. Ils ont des aliments sains, variés, ils ne sont pas ballonnés. Et pourquoi? Parce que si vous prenez un fruit, c'est le fructose. Le fructose, qu'est-ce qui se passe? Il ne va pas être stocké dans l'estomac et assimilé dans l'estomac, il va être assimilé dans l'intestin grêle. Et l'intestin grêle, ça... c'est là où il est assimilé et c'est là où... Ça va pas. Eh bien oui, mais en laissant le bénéfice du fructose aussi. Alors, mais je voudrais que vous alliez jusqu'au bout de votre idée de des 3 repas. Oui, c'est hyper important pour moi aussi. On commence hyper léger à la rupture du jeûne. Alors, léger... Un petit sucre.
Enfin, petit sucre, c'est pas je prends un morceau de sucre raffiné, c'est pas ça, ça c'est très mauvais. Du sucre. Voilà, donc ça c'est pour redonner de l'énergie à votre corps. Et comme une belle fleur, vous l'arrosez, donc vous prenez une boisson. Une boisson, moi je me souviens quand on était petit, c'est ce qu'on faisait. On avait soit le café au lait, soit vous avez un chocolat au lait, soit vous avez du thé. Vous avez un ramadan particulier, vous? Non, attendez, je suis... Non, je pose vraiment la question. Non, mais c'est hyper important. Oui. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas sauter tout de suite sur le tagine, parce que souvent, les gens, ils prennent le premier repas, le deuxième, le troisième en même temps. Non. Après, il y a le deuxième repas, mais normalement, vous laissez votre corps... Combien de temps? 2 à 3 heures, le temps que tout soit assimilé. 2 à 3 heures, c'est très, très important. 2 à 3 heures, là, vous mangez. Mais plutôt que manger, parce que, bon, je sais, je suis en train de casser toutes les habitudes, plutôt que manger un tagine où on rajoute du sucre, plutôt qu'avoir un couscous bien plein et autres, ben non, évitez ça. Mangez des légumes, mangez des féculents et mangez de la viande ou du poisson. On oublie toujours le poisson pendant le ramadan. Pourquoi? Et pourtant, ce sont des protéines très, très bien. Et à parler de protéines, il y a aussi les protéines qui sont dans les légumes, les légumineuses comme les haricots. C'est parce qu'on est en plein ramadan qu'on ne mange pas de haricots blancs par exemple, ou de haricots verts, vous comprenez? Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Je suis complètement d'accord. Voilà, merci, j'attendais que ça. Et après, il y a le... Donc, il ne faut pas s'alourdir. Alors, je vous explique, on s'est bastonné un peu au maquillage le matin. Non, on ne se bastonne jamais avec... On s'est bastonné, mais tranquille, hein. Moi, je suis... Moi, il n'y a aucun souci, au contraire, les avis, je les respecte. Et j'apprécie vos interventions. C'est ma façon de parler, en fait. Je suis quelqu'un qui... Ah ouais, mais vous êtes... on est pareil, je crois. Ouais, je pense. Ouais, on est pas... Et c'est pour ça que... On est complémentaires, de feux d'artifice. Donc, alors, on va terminer le troisième repas. Le troisième repas, mais il est à quelle heure? Parce que si vous dites qu'on espace entre le premier et le deuxième de 2-3 heures... Mais oui, normalement, c'est 2-3 heures. Ah ouais. Et donc, parce que les gens souvent mangent et ils vont dormir. Le troisième repas, c'est quoi? C'est sahur. Sahur, c'est... Et on finit avec? C'est un petit déjeuner. Et là, c'est ouvert à tout parce que là, c'est là où vous allez vous alimenter de façon à... Donc, il y a des céréales, vous pouvez manger tout ce que vous voulez de façon à stocker. Là, vous allez stocker et surtout, n'oubliez pas de boire pour vous hydrater. Vous parlez bien de la femme enceinte, hein. De la femme enceinte, bien sûr, et comme, bien sûr, la femme enceinte, en fait, en dehors du fait qu'elle a une grossesse non pathologique, mais il n'y a pas de problème particulier, c'est une femme dont le bébé va prendre dans les réserves de la maman et qui se dit, au secours, je mange ou je bois quand je ne suis plus, quand j'ai mal à la tête, parce qu'il y a des signes. Aussi. Je vous laisse poser votre question et après je continue. Alors, y a-t-il des précautions à prendre avant de jeûner? Oui, c'est ce qu'on vient de dire. Donc, demandez avis du médecin. Non, on passe pas sur monsieur. C'est vraiment demander l'avis à votre médecin, voir bien sûr que vous n'êtes pas anémié, qu'il n'y ait pas de diabète gestationnel, parce qu'on parle d'un diabète gestationnel. C'est pas le diabète de type 1. Le diabète gestationnel, c'est un diabète qu'on a pendant la grossesse uniquement. C'est surtout au 3e trimestre de grossesse. Mais il faut savoir que le jeûne, quand on jeûne pendant la période de Ramadan et quand on a un terrain un petit peu fragile, qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça qu'il ne faut pas manger n'importe quel sucre. On stimule le pancréas différemment. Et il y a des femmes qui peuvent développer un diabète gestationnel pendant le ramadan. C'est pour ça qu'il faut demander toujours l'avis à son médecin ou sa sage-femme, parce qu'ils connaissent votre dossier et ils savent comment ça marche. Et l'anémie, bien sûr. Alors tout à l'heure, en coulisses, juste parce qu'on va finir très rapidement, vous avez parlé de dépendance au tabac et au café. Ça ne concerne pas que les hommes. Non, c'est hyper important. Les femmes aussi sont dépendantes et au café et au tabac. Je veux dire, on ne va pas réinventer. Non, mais c'est important d'en parler. C'est pas pire chez un homme que chez une femme. Et c'est pas pire chez une femme que chez un homme, qu'on soit bien d'accord. Alors du coup, qu'avez-vous à dire là-dessus? Alors moi, j'étais en train de dire, et je le dis souvent aux femmes quand elles boivent du café, parce que le manque et quand on est en période de sevrage, parce que le ramadan, c'est aussi une période de sevrage. Donc profitez, messieurs et mesdames, si vous fumez, si vous buvez trop de café, si vous prenez d'autres toxiques. C'est le meilleur moyen de s'en débarrasser doucement et sûrement. Mais bien sûr, pourquoi? Parce que vous avez un mois pour vous purifier petit à petit. Les femmes enceintes aussi, parce qu'il y a beaucoup de femmes enceintes qui fument, malheureusement. Donc ça, il ne faut pas non plus se leurrer. Et donc, savoir que si vous prenez du café ou du thé ou vous fumez, vous préparez petit à petit de façon à marquer le sevrage. Parce que votre bébé, par contre, là, subit le sevrage. Fumer... Pendant la grossesse, normalement, c'est comme l'alcool, c'est 0. Mais bon, vous n'avez pas tiré les oreilles d'une femme qui est là, mais même pour vous. Hein. Moi, je ne fume plus depuis 5 mois.
Je ne sais pas, je pensais vous poser la question. J'allais vous dire, allongez-vous, cher monsieur, on va faire la consultation. Non, mais j'ai arrêté de fumer, je le dis. Non, mais c'est très bien. J'ai arrêté de fumer il y a 5 mois et j'ai décidé d'arrêter, j'ai arrêté. Et ben voilà, donc pour savoir que ce n'est pas les piqûres, les machins ou les médicaments. Ah non, si on a envie d'arrêter, c'est vraiment dans la tête. Oui, c'est comme le ramadan, c'est dans la tête. Si vous réveillez le matin en disant j'ai mal à la tête alors que vous n'avez pas mal à la tête, vous ne pouvez pas le faire. Voilà. Ça. Mais surtout, il faut être vigilant. Je reprends le ramadan de la femme enceinte. Si vous avez le moindre signe, c'est-à-dire que vous avez mal à la tête, vous avez des nausées, vous avez des palpitations, le moindre signe qui fait, ou alors si, il y a un signe aussi qui est très important, parce que quand vous mangez, souvent le bébé, il bouge. Pourquoi? Parce qu'il est sucré, parce que tout passe, vous vous souvenez de mon placenta et de mon bébé. Et ce qu'il faut savoir, c'est que votre bébé, si vous trouvez qu'il bouge moins que d'habitude, ou il manque de sucre, donc il ne faut pas hésiter à aller consulter. Et rompre le jeûne surtout, parce que vous n'attendez pas qu'on vous donne feu vert pour rompre le jeûne. Vous êtes assez adulte, c'est votre personne, et la religion dit faites-vous du bien, mais ne vous faites pas de mal, donc profitez de ça. Demain, vous allez nous parler de quoi? Parce que vous êtes là. Alors j'aurais beaucoup de choses à dire encore sur le ramadan, parce qu'on a plein de petits. Il y a des smoothies, mais sinon je peux parler de l'alimentation du nouveau-né. J'ai des petits estomacs que je vous ai ramenés, mais des faux, rassurez-vous, pour montrer que c'est pas, parce qu'il y a aussi ce côté. C'est comme l'entrance, c'est comme le bassin que vous aviez ramené à la non, mais moi, je voulais les ramener, je les ai oubliés, mais en fait, non, c'est pour montrer l'équivalence de l'estomac, parce que souvent, les femmes, elles donnent le sein, et elles se disent, il n'y a pas assez de lait. Et comme il n'y a pas assez de lait, qu'est-ce que vous donnez? Vous donnez un biberon. Et quand on donne un biberon, l'estomac qui est comme une petite bille, mais qu'est-ce qui se passe les 3 premiers jours? Il se remplit, le clapet n'est pas fermé, donc ça déborde, le bébé régurgite, l'hôpital, le médecin vous donne. Et c'est un cercle vicieux, alors que quand on comprend comment est la consistance et la capacité d'un estomac d'un bébé jusqu'à au moins une semaine, vous comprenez qu'on n'a pas besoin de le gaver et que Dame Nature, elle fait plein de choses pour nous. C'est pour ça que la cryothérapie et moi, ça fait 2. Voilà, tout dit. Moi, je resterai quand même... je garderai toujours cette image d'un exploit humain, celui de voir un bébé rôter et t'as tout le monde qui applaudit. Yes. Ouais, bravo. Rôter, alors il faut savoir que... Ça veut dire que c'est passé à ce qui paraît, c'est ça? Comment? Ça veut dire que c'est passé? Non, ça veut dire qu'un enfant, quand il mange, alors il avale de l'air, ou un enfant qui pleure, ça il faut le savoir, quand un enfant pleure, il avale de l'air, donc après, il a plein de gaz, et ces gaz-là, quand ils ne sont pas expulsés, soit par un P, Hachakoum, soit par un rot, qu'est-ce qui se passe? Il a mal, donc quand il fait ou quand il fait prout, ça l'évacue. On est content, c'est surtout l'enfant qui est content parce qu'il a moins de gènes digestifs. Les parents disent attends, je peux pas le dormir avant qu'il rote, puisqu'il n'a pas encore roté. C'est pour ça que si on pouvait apprendre plein de choses aux parents, vous verrez que... Oui, il y a d'autres trucs à faire que rester sur les trucs de grand-mère qui quelquefois ne servent à rien. Mais il y a certaines choses de grand-mère qui sont très très bien. C'est ce que j'ai dit, quelquefois. Quelquefois, ouais. Merci Rafida, on se dit à demain. Et demain, je vous donnerai le mail. Oui, et demain, parce qu'il faudrait partager. D'accord. En tout cas, bon ramadan à tous, et puis prenez bons conseils et ne vous gavez pas trop de sucre, ça c'est important. On va essayer votre technique ce soir. Réhydrater. Je vais le faire sur alors on maigrit aussi, on maigrit. Pour les gens qui ont une prise de poids très très importante, il faut savoir que pendant le ramadan, ils peuvent maigrir sainement. C'est pas un régime, c'est simplement une hygiène de vie qui est très très importante. Prenez hygiène de vie, savoir manger, c'est très bien, mais... Parce qu'il y a les sodas, il y a tout ça, mais j'ai plein de choses. Ce soir, on va tester le repas en 3 phases. C'est-à-dire la première partie, qui est à la rupture du jeûne. Ensuite, le plat de résistance 2-3 heures après. Tout à fait. C'est le dîner, en fait. C'est l'apéro, le dîner, le petit-déj. Et voilà, la deuxième partie, Mortaraweh, comme vient de me dire si gentiment Saïd. Et puis la troisième, ça se passe tout simplement le matin, au sahur. C'est le petit déjeuner qui va vous permettre de stocker comme un jeûne. Et c'est le plus important. Aussi. Et c'est pas stocker n'importe comment non plus, cher monsieur. Avedon, c'est là demain. Yes. Merci à vous. Allez, quant à nous, merci Badjaïdir. Merci Badjaïdir, sans plus tarder, avec un reportage sur l'exposition. Alors tiens, cette exposition, elle est pas mal quand même. Elle a été présentée à la galerie Rassim, celle de Saïd Rahmani et Hadia Hajras. C'est Nassi Badjaïdir qui a été à leur rencontre. Ensuite tout cela, et puis on se retrouve juste après avec Maya Amrani et Hakim Keshroul. À la galerie Mohamed Rassim, on expose en duo. Saïd Rahmani et son épouse nous donnent à apprécier leur talent d'artiste. Chacun d'entre eux expose une partie de sa collection.
C'est la première fois qu'ils exposent ensemble. Ces artistes peintres vivent et travaillent à Tiaret. En ce mois sacré du mois de Ramadan, ils nous offrent en partage leur passion. Devoir de mémoire, c'est le titre générique de cette exposition. Une exposition au travers de laquelle chacun de ces plasticiens libère ses forces créatives. Des forces créatives avec en toile de fond bien des émotions. Dans les chemins de leur imaginaire, les artistes se laissent guider par leur ferveur artistique. Au gré de leur inspiration, le duo Rahmani avance, recherche et explore. Ils explorent dans un monde bien à eux. Dans les huiles sur toile de Hadia Hajras Rahmani, la femme est omniprésente. Elle peint la femme selon sa sensibilité. Sa sensibilité et son imaginaire. D'une région d'Algérie à une autre, la femme avec toute sa symbolique. L'artiste se laisse guider par son inspiration. C'est dans cette thématique qu'elle affirme sa fibre artistique. Diplômée de l'école des beaux-arts d'Oran et de Constantine, Voilà, alors du coup... Les hommes sont très bien. Bonjour. Ça va? Bonjour, On vous dérange pas trop? Non, non, on fait la conversation avec... Maya Orani qui faisait la conversation avec Hakim Keshroud en lui disant chez les Keshroud, les hommes sont bien par contre. Hein. Ah, non, non, mais de réputation et du fait d'avoir autant d'années, j'ai toujours rencontré des hommes classe. C'est ça ce que vous voulez dire? C'est vrai, voilà. C'est vrai, la famille Keshroud sont vraiment... la semaine prochaine, vous lui rendez la balle en direct en disant chez les Amrani, alhamdoulilah et tout. Machallah, que des femmes qui font bien manger, qui sont professionnelles et tout. Bienvenue, Maya. On les connaît, les Amrani. Bonjour, bonjour à vous tous. De vous voir. Moi aussi, ça me fait plaisir d'être là pour vous et pour les téléspectateurs. Hakim Keshroud, bonjour. Bonjour. Ça me fait plaisir, de vous voir. Et partager, de vous retrouver, Mahrez. Plaisir, en tout cas, partager. Alors, ce qu'on va faire,
On va parler aujourd'hui avec vous, mais alors c'est un peu étonnant, je vous vois avec une... Alors oui, avec on va parler une brosse à dents, un dentifrice. hygiène bucco-dentaire. C'est cela. Ce matin. Très bien. D'ailleurs, vous avez réalisé un reportage chez Dr Nabil Chiri que j'avais reçu il y a quelques jours, chirurgien dentiste spécialiste en esthétique, hein, qu'on soit bien d'accord. Oui, oui. Et qui n'avait pas voulu nous donner le prix. J'étais un peu gêné, j'avoue. Non, mais parce qu'il est important pour moi que le téléspectateur ait une information complète. Une fourchette. C'est une fourchette, voilà. On ne demande pas le prix exact. Mais juste dire, moi, je veux un blanchiment, je peux vous dire que je sais qu'un blanchiment chez un médecin, chez un dentiste, va me coûter entre 15 000 et 35 000 $. Ça dépend de la technique, ça dépend du nombre de fois, du nombre de séances et autres. Ça dépend de l'état de ma bouche. Il y a une fourchette. On se prépare psychologiquement. Oui. Bon, et lui, sa spécialité, c'était placer les comment on appelait ainsi c'est une... Non, pas des implants. On était dans des... pas des bridges. Non, c'est une pâte que... Non, c'est des facettes. Ah, voilà, des facettes. Des facettes, voilà. Exactement. Bon, on va commencer par vous. Comme vous voulez. Très bien. Vous venez là, s'il vous plaît. Oui. Si Hakim veut parler, il n'y a pas de problème. Non, ce qu'on va faire exactement, c'est que... Alors, vous êtes l'invité, Mahrez. Non, mais j'aime bien des fois cette place, ça me permet d'avoir un recul. Et puis d'avoir moins les lumières dans les yeux. Ça le change. Non, on a les lumières du bon niveau, mais ça me permet d'avoir un recul et de me remettre les pieds dans le froid et dans le plat. Alors du coup, on y va. Donc ce matin, oui, on y va. Oui, eh bien oui, l'hygiène bucco-dentaire, très importante. Pourquoi? Parce que le sourire, de nos jours, c'est la chose principale sur le visage. Dès qu'on arrive quelque part, quand on sourit, on a tout de suite l'accueil, on a tout de suite l'apparence. Ça, c'est très important. Et cela est dû à quoi? À l'hygiène buccale, d'abord. Comment se brosser les dents, comment avoir une hygiène parfaite, c'est se brosser les dents 3 fois par jour, bien sûr. Comment remédier à certains problèmes, parce qu'on en a toujours dans les dents, et particulièrement pendant le ramadan. C'est cela. On a vraiment de gros problèmes dentaires. Pourquoi? Parce qu'on laisse les caries, on ne les soigne pas. Et évidemment, elles s'aggravent pendant le ramadan. On mange beaucoup de sucreries. Qalbellouz, etc. Alors, on a été chez un chirurgien dentiste. Docteur Nabil Chiri. Voilà, docteur Nabil Chiri. Nabil Chiri, oui. Donc, qui nous a... J'ai la carte, hein. J'ai gardé précieusement la carte. Nabil Chiri. Alors, Nabil Chiri nous a donné une nouvelle méthode de blanchiment des dents pour beaucoup de personnes. Les dents jaunissent, les petits problèmes d'accident, des fois on se casse une dent, l'enlever c'est difficile. Alors, le meilleur moyen, c'est la méthode du docteur Chiri, puisqu'il nous parle d'une méthode américaine. Et on va regarder le reportage. Et il est signé Maya Amrani. Hygiène bucco-dentaire, réparation des dents, si vous le souhaitez, réparation globalement, hein, on ne dit pas réparation, c'est l'intervention en réalité, mais ça en vaut le détour. Redonner une beauté aux dents, voilà, une beauté esthétique. Ah bah ouais, c'est le premier truc que tu vois chez quelqu'un. Tout à fait. On y va. L'aspect des dents et l'esthétisme du sourire sont devenus des facteurs importants dans l'apparence des individus. Alors je vous présente la salle de stérilisation qui est à mon sens la pièce maîtresse dans un cabinet dentaire. Alors je vais vous expliquer comment on procède à la stérilisation étape par étape. Au niveau de la salle de stérilisation, si vous avez remarqué, la salle de stérilisation est vitrée, c'est pour que tous les patients accèdent visuellement pour voir comment on procède à la stérilisation. Alors dès qu'on récupère notre plateau déjà utilisé, on va le mettre au niveau de ce bac de trempage. Alors une pré-désinfection à peu près 15 minutes. Et surtout, il faut qu'on couvre notre bac avec ce couvercle à la lumière pour être à l'abri de la lumière. Après 15 minutes, on passe au rinçage de ces instruments. Et juste après, à ce stade, on a toujours des micro-organismes qui sont collés au niveau de nos instruments. Alors c'est pour ça, il faut les faire passer au niveau de cet appareil où on va procéder au nettoyage mécanique, thermique et chimique. Après, ensuite on passe au rinçage à ce niveau-là. Et après cette étape, on passe au niveau de ce dispositif qui est un sécheur où on va sécher nos instruments. On va passer à l'emballage de nos instruments avec cette soudeuse.
Et c'est à partir de là, c'est juste à partir de là qu'on va passer à la stérilisation proprement dite au niveau des autoclaves de classe B. C'est ça en fait la chaîne de stérilisation. Mais il arrive que des imperfections donnent un cachet autre. Et c'est là toutes les raisons pour rehausser l'éclat de vos dents par une analyse approfondie. Le docteur Chiri nous fait profiter de ses conseils sur des diverses possibilités qui s'offrent à nous. Tara, mon assistante, ma complice, elle va nous préparer la pâte à empreinte sur ce module mix, alors qui est un mélangeur automatique pour les silicones, pour les élastomères. Et bien sûr, je vais récupérer ça tout à l'heure pour l'empreinte. Un petit moment, on ne va pas mettre directement en bouche. Voilà, attends un petit moment, je note un petit moment, que ça sèche. Voilà. Et c'est bon. Voilà. On va mettre là-bas. C'est bon. Alors Bilal, maintenant je vais te mettre un autre produit. Ok. Reste appuyé. Tu restes appuyé comme ça. Voilà, très bien. Impeccable. Prends ces empreintes. Alors en fait, c'est pour avoir le moulage travaillé. Alors c'est des modèles, c'est des empreintes qu'on va couler avec un plâtre spécial dentaire et on tire le modèle du patient à partir de ces empreintes. Enfin, l'empreinte, c'est le négatif et le modèle, c'est le positif. Alors c'est comme on transfère sa bouche à l'extérieur sur laquelle on va travailler. En fait, c'est pour le sourire hollywoodien qu'on va envoyer au centre d'usinage en Californie, qui va nous envoyer ces facettes, ces luminaires qu'on va coller dans 15 jours, dans 20 jours au max. Moi, je suis séduit par ces techniques parce qu'en fait, on a des patients qui ont des dents, on va dire que des dents qui ne sont pas cariées, qui ne sont pas malades. C'est juste, il y a des colorations. Vous savez, en Algérie, par exemple, on a des régions où il y a, comme le sud, où il y a de fluor qui est hyper dosé au niveau de l'eau. Et ça nous donne cette couleur qui est désagréable, il faut le dire. Et ça crée des fois un handicap, un complexe pour nos patients. Alors, au lieu de tailler ses dents et de faire des couronnes classiques ou des facettes classiques, alors avec ces techniques, ces nouvelles techniques, on va juste intervenir pour faire beau, tout en gardant l'intégrité des dents. Et on ne touche pas aux gencives aussi. À tout problème dentaire, il existe plusieurs possibilités. La possibilité déjà de retrouver un beau sourire. Surveiller ses dents, tout comme son organisme, nécessite une visite régulière chez le dentiste. Voilà, Maya Amrani avec son reportage au cœur de l'expertise du docteur Nabil Chiri. Voilà. Alors, on a voulu donner une idée un petit peu du blanchiment dentaire. Au lieu de passer par les produits chimiques, c'est plus rapide de prendre une empreinte et de l'envoyer. Puis on vous envoie comme une espèce de film blanchi qu'on vous applique sur les dents sans toucher à vos dents. C'est ça. Voilà. Ouais. Bon, après, on peut y adhérer ou pas, ça dépend. Voilà. On peut y adhérer ou pas, ça dépend. Il y a ceux qui veulent vraiment reprendre une blancheur sur les dents naturelles, et il y a d'autres qui veulent sur les facettes. Alors, si vous le permettez, on va passer au sport. Alors, moi, je voulais parler de l'hygiène buccale rapidement. Oui. Alors, utilisez 3 fois par jour des brosses à dents. La brosse à dents électrique, on dit qu'elle est très bonne pour la plaque dentaire. Ça évite le tartre et ça permet de passer entre les dents pour bien nettoyer les dents et enlever les aliments qui s'accrochent. D'avoir un geste parfait en plus, parce que la machine le fait. Exactement. On peut le faire aussi avec une brosse à dents comme ça. Ouais. Mais alors, brosser les dents bien vers le haut. Ça. Et ensuite vers le milieu. Et tout le temps dans ce geste, le faire au moins pendant 10 minutes. Et puis, il y a le blanchiment naturel. Ouais. Il n'y a pas que l'artificiel. Donc, on peut
prendre par exemple du bicarbonate de soude, mettre sur la brosse à dents et se brosser les dents bien, ça va blanchir vos dents. Et ça va vous enlever un petit peu tout ce qui est jaune, tout ce qui est dû au café, au thé, etc. Et le citron, la même chose. Vous pressez, et ça, vous faites que tous les 15 jours. Hein. C'est pas tous les jours. Le citron, pareil. Vous pressez un citron, vous trempez votre brosse et vous brossez les dents. Ça va bien vous nettoyer. En même temps, vous savez que le citron est un bienfait pour la santé. Ah oui. Donc, même pour les dents. Hein. Et bien se rincer, évidemment, pour éviter que l'émail s'abîme. Le citron, il est à 350 dinars actuellement. Oui. Juste pour vous dire. Alors, bon, on attendra que le ramadan passe. Quand tu te brosses les dents, il faudra que tu penses à 2 fois. Alors du coup, ça tombe bien, on va passer au sport. Ça tombe pas bien parce qu'il n'y a aucune transition entre les deux. Mais c'est pas grave, du sport avec du foot et nos équipes nationales, à commencer par les dames qui s'apprêtent à affronter l'Éthiopie le 6 juin prochain au stade du 5 juillet. Et oui, le match entre l'Algérie et l'Éthiopie, comptant pour le deuxième tour, bien sûr, du tour éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations 2013. J'allais dire 2018. On revient derrière. Donc, dame aura lieu le 6 juin, vous l'avez dit, à 22h au stade du 5 juillet à Alger, selon le programme de la compétition publiée par la Confédération africaine de football. Cette rencontre sera dirigée par un trio arbitral gambien. Donc la manche retour se déroulera le 10 juin à 16h, donc 14h heure algérienne au stade Ababa à Addis Abeba. Elle sera dirigée par un arbitre tunisien. Au tour précédent, la sélection algérienne dames, dirigée par Ezdin Cheikh, avait éliminé son homologue sénégalaise, défaite au match aller 2-1 et victoire au match retour 2-0. On rappelle également que l'équipe éthiopienne s'était imposée, avait atomisé la Libye en match aller-retour, 8-0 au match aller, 7-0 au match retour. La phase finale de la CAN aura lieu au Ghana en 2018. Chez les messieurs, 2 matchs amicaux pour la Bermadjer et c'est Cap-Vert, c'est quoi? C'est Cap-Vert. Hein? Cap-Vert. Oui, mais j'ai lu Cap-Vert. 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 Voilà. Et Portugal. Voilà, c'est Cap-Vert qui rentre en stage. Non, vas-y. On va jouer contre le Cap-Vert et le Portugal, ça c'est sûr. D'accord, c'est très bien. Et on rentre en stage le 28. On rentre en stage dans 2 jours. Et le sélectionneur national avait convoqué 24 joueurs donc, concernés par les matchs internationaux donc amicaux du 1er juin 2018 au stade du 5 juillet face au Cap-Vert et le 7 juin prochain à Lisbonne face au Portugal. Les joueurs convoqués seront en stage du 28 au 8 juin au centre technique national de Sidi Moussa. Il s'agit bien sûr de Chaouchi Mboulhi Salhi, mais Mboulhi lui a déclaré forfait, donc c'est le gardien Moussaoui du Parade Athletic Club qui va le remplacer, et également Ferrouli qui avait été convoqué par Rabah Saaden qui sera absent. Il a été remplacé par Al-Mellali, le sélectionneur national. Donc Rabah Madjer a reconvoqué donc Farid Al-Mellali et Moussaoui pour le fait est que Mboulhi et Ferrouli ont donc déclaré forfait pour ce regroupement ponctué par 2 rencontres donc amicales, on le rappelle. Le premier de ce mois de juin au stade du 5 juillet, ce sera à partir de 22h, et puis le 7 du mois de juin prochain, ce sera donc face au Portugal. Ça se passera à Almada, au Portugal. Ah ben c'est dit. Du volleyball et la finale de la Coupe d'Algérie qui opposera le 3 juin prochain le GSP au NR Borj-Barerich. Eh oui, le GSP, le groupement sportif des pétroliers messieurs. C'est une équipe nationale pratiquement à lui seul. Voilà, pratiquement. Et le NR Borj-Barerich également. Ils ont de très très bons joueurs qui font partie de l'équipe nationale. Donc aura lieu le dimanche 3 juin à 22h30 à la salle Harsha Hassan au lieu du 2 du même mois. C'est ce qu'a indiqué la fédération algérienne. Pour atteindre l'ultime étape de cette épreuve, le groupement sportif des pétroliers a passé le cap de l'ES Sétif sur le score de 3-7-1 alors que le NRBBA avait eu recours au tie-break face au POC Schlef 3-7-2. Les Bourgiens en quête d'un 9e trophée dans le 5e consécutif. Ça fait 5 fois qu'ils décrochent ce titre de Coupe d'Algérie, enregistrent une grande performance en disputant leur 11e finale de rang depuis 2008 à ce jour, avec un bilan net positif de 7 victoires et 3 défaites pour les pétroliers. Un seul trophée obtenu depuis leur passage sous la nouvelle appellation, puisqu'avant
avant, c'était le Mouloudia d'Alger, c'était en 2010. Il y a eu un seul titre aux dépens du NRBB Borj Barerej 3-7-1, alors que les 10 autres sacrins sont revenus au Mouloudia d'Alger. 10 trophées entre 84 et 2007. La dernière finale entre ces deux équipes avait eu lieu en 2016 et s'il y avait eu la victoire du NRB Borj Barerej sur le score de 3-7-0. Et en handball, les finales de Coupe d'Algérie dames et messieurs fixées au 1er juin prochain. Et oui, les demi-finales dames donc disputées hier vendredi soir à Buira ont vu le HBC Albière et le groupement sportif des pétroliers dames se qualifier pour la finale de la Coupe d'Algérie 2017-2018 de handball en battant respectivement la GS Ouzellegen 22-20 et l'US Akbou 27-25. Le HBC Albière sacré récemment du titre de champion d'Algérie et le GSP tenant du trophée de la Coupe d'Algérie animeront la finale vendredi prochain à la salle Harsha Hassan. Ça se passera à partir de 22h. C'est la 11e finale et la 6e consécutive entre ces deux meilleures formations du handball féminin algérien. On finit avec du basketball, avec du basketball national. Messieurs, 6e et avant-dernière journée des playoffs, et qui a vu le GS Pétrolier se qualifier pour la finale du championnat. Et oui, pratiquement. Donc eux, à une journée de la fin qui se terminera donc ce samedi, cette 7e et dernière journée, le champion d'Algérie de basketball messieurs en battant le CRB Darbeida sur le score de 81-69 durant la nuit de vendredi à samedi. C'était hier pour le compte de la 6e et avant-dernière journée des playoffs. Les résultats à l'issue de cette 6e journée, l'USM Blida a été battu par l'IRB Borj Barerej 85-71, le groupement sportif des pétroliers s'est imposé face à Darbeida 81-69. Le Nasr Hussein Dey a été battu par le Wydad de Boufarik 69-68. Et puis enfin, le NB Stawali a battu l'US Sétif 60-59. Ce soir, Real Madrid, Liverpool, finale qui va de la gagner? Ligue des Champions, aucune idée. Aucune idée. Pour l'instant, aucune idée. Ça sera une finale. Madrid 2-0 avec un but de Benzema, un autre de Zidane. Il peut y avoir un autre de Zidane qui va marquer. Hold-up de Liverpool. Il peut y avoir un hold-up de Liverpool. C'est pas avec Salah qui marque 120 buts dans toute sa carrière quand t'as un Cristiano qui t'est fait en une saison. Merci Myriam Akek qui a préparé l'émission. Merci à Saïd qui l'a réalisé. Les mordus du Real, ils sont là. Ciao, à demain. Ça a trop.